Bon, ben, je crois que nous allons commencer, car nous avons un programme assez rempli. Nous sommes donc ici, chers collègues et chers amis, pour célébrer le 200e anniversaire de la création de la chaire d'études chinoises au Collège de France. Je le dis tout de suite, la première personne à avoir attiré mon attention sur ce jubilé, il y a environ 3 ans, est M. Zhang Xiping, qui est assis à côté de moi. M. Zhang est à la tête d'un centre de recherche dédié aux sinologies étrangères, c'est-à-dire non chinoises, et à leur histoire, le Zhongguo Haiwai Hanxue Yanqiu Zhongxin, à l'Université des langues étrangères de Pékin. Il était donc en particulièrement bonne position pour ne pas manquer un tel anniversaire, qu'il considère également, et à juste titre, comme marquant les 200 ans de ce qu'on est convenu d'appeler la sinologie professionnelle en Europe. Comme l'attestent les portraits d'anciens sinologues européens qui ornent les couloirs de son centre, notre passé sinologique est l'environnement naturel de M. Zhang, et il le connaît probablement mieux que nous. Quoi qu'il en soit, M. Zhang m'a alors proposé de collaborer à l'organisation d'un colloque qui célébrerait cet événement sur le mode franco-chinois et non pas simplement franco-français. Ce qui fut donc décidé. Il s'agissait, en d'autres termes, d'intégrer le regard de nos collègues chinois à ce retour sur nos propres origines professionnelles et intellectuelles. Je passe sur les détails de notre collaboration organisationnelle pour mettre en place les détails, les financements, solliciter les contributions, etc., qui s'est déroulée dans la meilleure ambiance possible. Plus intéressante est la façon dont s'est assez rapidement imposé ce que devrait être le contenu de cette réunion. Il y avait bien sûr la célébration du fondateur de cette nouvelle sinologie européenne et premier professeur de chinois au Collège de France, Collège Royal à l'époque, Jean-Pierre Abel Rémusat, qui s'est en fait avéré, lorsque les réponses à l'appel à contribution ont commencé d'arriver, qu'il aurait été possible de consacrer tout un colloque à Abel Rémusat, tant le personnage et son œuvre se révèlent riches et multiformes. Pas inconnu, certes, mais méritant néanmoins qu'on y revienne de plus près. Cela étant, il nous a aussi semblé valoir la peine de porter le regard sur les 2 siècles qui nous séparent de la date fondatrice, autrement dit, sur le développement et les transformations de cette sinologie scientifique, ou s'attachant à l'être, qu'a plus ou moins inventé Abel Rémusat. Et de plus, comme je le disais, de procéder à cet examen sur le mode, si je puis dire, interactif, en d'autres termes, en invitant nos collègues chinois à parler de nous ou de nos prédécesseurs et à évoquer nos échanges professionnels. Ces échanges, on peut le préciser au passage, ont mis un certain temps à se mettre en place. Abel Rémusat soulignait au début des années 1820 que la relation entre Orient et Occident était alors totalement asymétrique. À notre vive curiosité, je cite ces mots, écrivait-il, sur tout ce qui tient aux mœurs, aux croyances et au caractère des peuples orientaux, répondait, je cite de nouveau, la profonde indifférence qui accueille en Asie nos lumières, nos institutions et jusqu'au chef-d'œuvre de notre industrie. Il évoquait donc, sans doute, avec quelque exagération, une sorte de repli intellectuel de la part de l'Orient et plus spécialement de la Chine. Et en ce temps, il n'était certainement pas question d'échanges sinologiques. Comme on le sait, cette situation a mis du temps à changer. Pour ce qui concerne la sinologie, il faut attendre en fait l'extrême fin du XIXe siècle, Édouard Chavannes pour être précis, pour que commence à se mettre en place un dialogue entre érudits chinois et érudits français. De tout cela, plusieurs communications nous parleront pendant ces 3 jours, et comme on peut le penser, celles de nos collègues chinois ne seront pas les moins intéressantes. Voilà donc les 3 piliers autour duquel s'est organisé le programme que vous avez sous les yeux. Premièrement, Abel Rémusat, le fondateur. Deuxièmement, ses successeurs, et là, le Collège de France se réserve un peu la part du lion, inévitablement, étant donné le point de départ et l'endroit où nous nous trouvons. Et troisièmement, le regard chinois sur la sinologie française. Certes, on aurait pu penser, on a pensé, à bien d'autres sujets que ceux qui seront traités pendant ces 3 jours, qui ne pouvaient être qu'en nombre limité. Je crois néanmoins que le panorama que nous vous proposons a sa cohérence et je suis convaincu qu'il a son intérêt.
Et je ne puis qu'espérer que vous en serez d'accord après avoir écouté la trentaine d'orateurs qui s'exprimeront aujourd'hui, demain et après-demain. Avant de passer la parole à M. Jiang Xiping, je souhaiterais encore remercier les personnes et les institutions qui nous ont aidés à réaliser cet événement. Et je parle ici pour le côté français. Du côté des institutions, le Collège de France, bien sûr, qui n'a pas hésité à répondre à l'appel quand le budget semblait un peu fragile. La Fondation Hugo du Collège de France, toujours prête à soutenir les initiatives des professeurs. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui nous accueillera vendredi après-midi. Et aussi nos collègues des deux équipes CNRS concernées par nos recherches, le Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale et le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, qui ont généreusement accepté de nous aider à financer cet événement. Du côté des personnes, outre tous les collègues qui se sont intéressés à la réalisation de ce projet, je voudrais surtout remercier mes collaboratrices à la chaire d'histoire de la Chine moderne et à l'Institut des hautes études chinoises qui ont pris à cœur la réussite de ce colloque, et tout particulièrement Sophie Bosser et Xie Xinzhe, sans qui je crains bien que rien n'aurait pu se passer, en tout cas se passer aussi bien. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à mon alter ego pour cette occasion, à M. Jiang Xiping. Cher Pierre-Étienne Will, Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour célébrer le bicentenaire donc, de la sinologie des spécialistes pour nous souvenir des contributions d'Albert Rémusat et d'autres sinologues français à la sinologie. Donc c'est une journée qui nous enchante tous. Tout d'abord au nom de notre université, au nom de tous les participants chinois, je voudrais féliciter donc la tenue de cette réunion et je voudrais également remercier tous les participants pour leur présence et je souhaite plein succès à notre réunion. En 1582, l'arrivée de Matteo Ricci en Chine marque la rencontre entre la civilisation chinoise et la civilisation européenne. L'introduction de la culture chinoise en Occident a alimenté également donc la transformation culturelle en Chine. Et à cause des travaux de traduction des jésuites, donc des ouvrages philosophiques et historiques chinois ont été traduits en langue européenne. Parmi ces missionnaires, les jésuites ont été les plus assidus. Donc, ils ont joué le rôle de batelier qui nous fait naviguer entre les rives des deux cultures. Cette introduction de l'étude chinoise en France constitue également un facteur externe pour l'évolution de la pensée et de la culture en France. La sinologie en Europe a connu un grand changement au début du Xe siècle. De la sinologie des missionnaires est devenue une sinologie des spécialistes. Donc cette sinologie, à travers Nicolas Fréret, etc., donc une sinologie de spécialistes est née. Et il est devenu donc une discipline en part entière. Ainsi indique Demiéville le 11 novembre 1814, donc la création de la chaire des études chinoises a transformé le visage de la sinologie. C'est une journée d'une date clé et l'étude chinoise est devenue une discipline universitaire. C'est la première fois que cela arrive dans le monde occidental, car en Russie ou en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus tard. Et les États-Unis sont les derniers. Le premier titulaire de cette chaire est donc Albert Rémusat, 27 ans seulement. Donc, il était étudiant de médecine. Tout d'abord, il a passé sa thèse en 1813 et en 1814,
2011, à cause de ses recherches de la langue tartare et de la langue chinoise, a attiré l'attention du milieu académique. Mais son œuvre représentative est les éléments sur la grammaire chinoise. Donc, l'étude chinoise est devenue donc une partie de savoir mondial. La sinologie occidentale, dès sa naissance, a des relations très étroites avec la recherche chinoise. On peut dire que la recherche chinoise est étroitement liée, sa naissance est étroitement liée au développement de la sinologie en Occident. C'est le résultat d'une interaction entre les savants chinois et les sinologues étrangers. Par exemple, entre Matteo Ricci et Xu Guangqi, Li Yage et Wang Tao et Julien, Paul Pelliot et Luo Zhenyu, etc. Il y a beaucoup d'autres exemples encore entre les sinologues et les savants chinois. C'est à travers ces échanges que la culture les recherches des deux côtés ont évolué. Et par exemple, de Mieville a enseigné à l'université de Xiamen, Wei Lixian a enseigné à l'université de Pékin. Aux années 20 et 30 du siècle dernier, les échanges entre la Chine et les Occidentaux est encore plus fréquent qu'aujourd'hui. En parlant de Paul Pelliot, M. Fussenien a dit ceci. L'étude chinoise et la sinologie en Chine et en Occident ont des sources différentes, ont des tendances différentes. C'est-à-dire les savants chinois se rapportent surtout aux grands classiques chinois, mais pour les savants occidentaux, ils savent utiliser des moyens comparatifs et Paul Pelliot pourra aujourd'hui tirer avantage des deux cultures et des deux méthodes de travail. Eh bien, c'est un exemple dont nous pouvons nous inspirer. En fait, depuis le temps moderne, la recherche chinoise a renforcé ses recherches sur la sinologie étrangère. La recherche chinoise a connu une évolution et a adopté donc les méthodologies de la science sociale moderne. Chen Yanke a enseigné à l'université de Tsinghua. Il a introduit donc les nouvelles méthodes de recherche en Chine. Et Zhao Yuanren également a introduit de nouvelles méthodologies de linguistique. Donc, c'est pour dire que la sinologie en Occident et la recherche chinoise, entre les deux, il existe donc un lien endogène très fort. Donc, comment regarder notre ancien système de recherche et le système moderne de recherche? Ce sont des questions, des thématiques qui font débat aujourd'hui. Si nous ne sommes pas conscients de cette relation d'interaction entre la recherche chinoise et la sinologie occidentale, nous ne pouvons pas avoir une connaissance, une compréhension complète du système de recherche chinoise. C'est la raison pour laquelle le milieu académique chinois attache toujours une grande importance à l'étude de la sinologie à l'étranger. Le développement de la recherche chinoise a comme préalable une bonne compréhension des résultats de recherche
sinologiques à l'étranger. Donc, c'est une question que nul ne peut négliger aujourd'hui. Le progrès de la recherche chinoise doit attirer également l'attention de nos homologues étrangers. Donc aujourd'hui, un nouveau dialogue a commencé et c'est quelque chose de tout à fait significatif pour nous et pour les sinologues étrangers. Donc notre centre de recherche de la sinologie à l'étranger est un organisme important. Nous avons déjà traduit et publié des dizaines de livres, d'œuvres des sinologues étrangers. Il y a quelques années, j'ai rencontré M. Pierre-Étienne Will à Paris. Nous avons décidé donc la réunion d'aujourd'hui. Cette réunion a eu lieu aujourd'hui. Donc nous sommes très contents. Nous remercions donc tous nos collègues français pour leur soutien à cette réunion, ainsi que le soutien de nos collègues chinois à cette réunion. J'espère que nous pouvons, à travers nous, faire connaître les résultats de vos recherches en Chine. Bien sûr, nous souhaiterions aussi vous voir à Pékin et à notre centre de recherche. Donc, à Pékin, encore une fois, je souhaite la pleine réussite de notre réunion.